Nouvelle heure d'information. Bonsoir mesdames et messieurs. Voici les titres en une de ce journal. Reprise du travail pour Amadou Gon Coulibaly après un accueil chaleureux orchestré par les agents de son cabinet. Le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation conduite par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les détails de cette journée de reprise dans ce journal. La prévoyance sociale était au centre de l'activité du Sénat ce lundi. Les travailleurs indépendants bénéficieront du régime de la sécurité sociale. Deux projets de loi proposés par le ministre Pascal Kwaku Abinan ont été adoptés à Yamoussoukro. Des précisions au cours de cette édition. Et soutien à la Côte d'Ivoire, 2 milliards de francs CFA pour soutenir la lutte contre la Covid-19 dans le pays. Un appui du Japon à la Côte d'Ivoire qui enregistre à cette date plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a repris les rênes de la primature après 2 mois d'absence. Aide d'honneur et ovations l'ont accueilli sur le perron de la primature. Le Premier ministre a juste après enchaîné avec cet entretien avec une délégation conduite par l'ambassadeur de France, suivant ce compte-rendu de Gabriel Zani. Quand le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly arrive ce lundi matin à la primature, le personnel l'applaudit. Des applaudissements qui sonnent comme un triomphe après 2 mois d'absence hors de la Côte d'Ivoire. Avec le regard plein d'admiration, les ovations ne cessent que quand il se met au pupitre dédié à son accueil. Vous imaginez donc mon émotion en arrivant ce matin donc à la primature. C'est une émotion légitime. Amadou Gon Coulibaly n'a pas perdu de son humour pour ceux qui travaillent avec lui. Il encourage, félicite ses collaborateurs et surtout, il allie satisfaction et reconnaissance à l'endroit de son intérimaire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par rapport à toutes les réunions interministérielles, je peux voir que comme à titre personnel, je peux être fier du cabinet du Premier ministre. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, la primature donc, a fait son boulot et a tenu. Maintenant, je suis de retour, on reprend le boulot. Le travail, et c'est dans l'immédiat des minutes après cette brève entrevue avec le personnel, une délégation conduite par Jules Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, l'attendait déjà à la salle A de la primature. Il s'agit d'une mission d'instruction d'un 3e C2D et les discussions ont commencé aujourd'hui. Elles devraient s'achever à la fin de la semaine. Le C2D, le contrat de désendettement et de développement, un dispositif qui ne saurait attendre plus longtemps au regard du contexte de la crise sanitaire. Le 3e C2D a été lancé ce lundi à la primature. Et nous en parlons justement, la signature d'un 3e C2D, le contrat de désendettement et de développement, est en vue. Il a été lancé ce jour, la mission d'instruction pour son exécution. Il s'agira de faire le point de la situation macroéconomique et des besoins financiers et de définir et valider le cadrage financier de ce 3e C2D qui est estimé à 751,7 milliards de francs CFA. Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire et la France, les deux parties importantes pour ce partenariat, le 3e C2D, le contrat de désendettement et de développement, le lancement de la mission d'instruction du 3e C2D a été effectué. Cette mission d'instruction vise entre autres à définir le cadre financier pour en dégager la durée, les secteurs de projets à financer, l'enveloppe budgétaire à allouer. De tous les leviers de la coopération, le C2D reste bien la colonne vertébrale du partenariat franco-ivoirien. Le contrat de désendettement et de développement constitue donc un mécanisme innovant de financement du développement. Il permet de combiner des investissements, construction d'écoles et de collèges, réhabilitation de centres de santé, des programmes de formation et de renforcement des capacités. La France, le premier pays bailleur de la Côte d'Ivoire, a mis à exécution 2 programmes successifs de C2D qui ont permis d'apporter des solutions durables à des problématiques liées à la santé et l'emploi des jeunes et à l'éducation. Ce 3e C2D intervient donc à point nommé dans ce contexte de coronavirus. Cette situation affecte grandement la dynamique socio-économique amorcée depuis 2012. Le gouvernement devrait alors redoubler d'efforts pour maintenir la résilience et préparer une reprise d'activité rapide. Il s'agit de renforcer les acquis des programmes engagés avec le CD2 dans ces différents domaines. Le renforcement de notre système sanitaire,
la diversification de notre économie, notamment pour la production locale de certains matériels et fournitures médicaux, et la formation des professionnels de la santé devront être accélérées. Au cours de la mission d'instruction, il sera question aussi de faire le point des 2 premiers programmes du CDD qui sont actuellement en cours d'exécution. Le premier CDD a été signé en 2012. 8 ans après, ce sont plus de 1100 milliards de francs CFA investis dans des projets de développement. Autre événement de ce lundi, la réunion par visioconférence du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle a été présidée par le président Amadou Soumaoro. 5 heures d'échange sur des sujets d'intérêt commun au cours desquels l'actualité sanitaire, la maladie à coronavirus a eu la primeur. Le bureau de l'APF a débattu des conséquences de la pandémie de Covid-19 dans l'espace francophone. Et pour parler perspective, le bureau de l'APF a échangé sur le programme de mise en œuvre du portail numérique de l'APF. En Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, 2 projets de loi portant sur la protection sociale des travailleurs indépendants a été plébiscité au Sénat. Des textes proposés par le ministre Pascal Kwaku-Abinan, suivant ce rapport de Kader Sogodogo. C'est convalescent et déterminé à assurer les responsabilités qui lui reviennent que Pascal Kwaku-Abinan s'est présenté ce lundi 6 juillet 2020 devant les sénateurs à Yamoussoukro. Dans son parafeu, 2 projets de loi, un portant définition et organisation des institutions de prévoyance sociale et un autre portant institution de régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Ici, artistes, agriculteurs et autres seront bientôt pris en compte. C'est le groupe des agriculteurs, tous ceux qui sont dans l'agriculture sont d'ailleurs les plus nombreux. Il y a les artistes, il y a les religieux, il y a les artisans, etc. Donc, comme vous voyez, c'est une majorité, j'allais dire, écrasante de la population active qui se retrouve dans ce secteur des travailleurs indépendants et qui était jusque-là pas pris en compte par le régime de la sécurité sociale. À la demande des groupes parlementaires, les sénateurs ne feront aucune difficulté pour ratifier les 2 projets de loi. Un passage devant les sénateurs mis à profit par le ministre Pascal Kwaku-Abinan pour apporter sa contribution à la lutte contre la Covid-19. Il a été atteint par cette maladie, il s'en est sorti, les souvenirs douloureux demeurent. Je me suis retrouvé à l'hôpital et après des examens, on me dit que je suis atteint de la maladie. Donc j'ai fait le confinement, le traitement pendant 2 semaines et le professeur qui m'a suivi m'a déclaré guéri. Je recommande à ceux qui ne croient pas encore, c'est une maladie invalidante et il ne faut pas jouer avec parce qu'il y va de l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est la structure étatique en charge de la mise en œuvre du régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants. Nous passons à présent au dossier de ce journal. C'est une enquête sur les violences conjugales, un fait social qui malheureusement constitue le quotidien de bien des femmes. 70% de femmes à Abidjan. Les conséquences sont légion, traumatisme, handicap et pour les moins chanceuses, la mort. Sephora Zegui brise le silence sur cette regrettable réalité sociale. On regarde. C'est d'abord la violence morale. Après, c'est devenu physique, des coups pour rien du tout. Elle a connu l'enfer de la violence conjugale pendant 3 ans. 3 longues années de coups, d'humiliation, de dépression et de peur. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé. En Côte d'Ivoire, une enquête du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a révélé en 2018 que 91,91% de femmes sont victimes de violences. Certaines d'entre elles ont accepté de témoigner. Au début, ça allait, on a fait 25 ans et puis peu de temps après, il m'a présenté une dame. Il m'a dit qu'il veut prendre une seconde épouse. Dès qu'elle est rentrée à la maison, mon calvaire a commencé. Les statistiques font froid dans le dos.
En 2019, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités a recensé à Abidjan 70% de femmes victimes de violences intraconjugales. Dans ces 70% de femmes-là, il ressort qu'il y a plus de 80% des hommes qui, non seulement qui attestent avoir déjà battu des femmes, leurs partenaires ou leurs conjointes, mais aussi qui justifient ces violences-là. Les violences conjugales peuvent être physiques, psychologiques, verbales, sociales ou économiques. Pour apporter une réponse appropriée à ce fléau, une cellule genre est installée dans 33 commissariats en Côte d'Ivoire. Koumassi, au sud d'Abidjan, commissariat du 36e arrondissement. Cette femme a rendez-vous avec le point focal VBG. Depuis ce mois-ci, il y a un souci à mon mari. Donc il me dit qu'il va me donner un popote, mais il ne le fait pas. Nous avons 4 enfants. 5 minutes d'échange ont suffi au point focal pour entamer une procédure afin de prendre en charge la plaignante. Après avoir pris leur plainte, on leur donne un numéro OP qui les conduit jusqu'au tribunal. La responsable de la cellule VBG du 36e arrondissement, c'est elle, le capitaine Grace Leba. Des 4 premiers mois de l'année 2020, nous avons enregistré 52 cas. Concernant la période du couvre-feu de mars à avril, nous avons enregistré 29 cas. Au total, 326 points focaux VBG sont installés dans tous les commissariats de Côte d'Ivoire. Depuis la période de confinement, beaucoup de cas de violences basées sur le genre nous sont signalés. Et dans cette procédure, nous avons déféré 287 personnes pour des cas de violence toutes confondues, 582 cas dossiers en renseignement judiciaire qui sont allés au parquet et 218 dossiers référés aux partenaires de prise en charge. Il n'y a pas que la police qui est impliquée dans la lutte contre les violences conjugales. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire mène elle aussi des actions en vue de protéger les femmes victimes de violences. Elle a installé 6 cliniques juridiques dans le pays. Ce matin, cette femme a rendez-vous avec Patrice, le directeur de la clinique juridique de San Pedro. Il m'a frappé, donc c'est à cause de ça que je suis venu vous voir. Même quand les enfants sont malades, il ne les prend pas pour envoyer à l'hôpital. C'est moi-même qui prends mon argent et les envoie à l'hôpital et puis il paye les ordonnances. De janvier à mars 2020, ce sont plus de 50 cas de violence conjugale enregistrés à San Pedro par Patrice. C'est soit la violence physique qu'exercent les hommes sur leur personne, soit des violences psychologiques, des violences émotionnelles, en tout cas toutes sortes de souffrances qu'elles endurent dans leur foyer. La violence conjugale entraîne des conséquences graves qui peuvent aller de troubles psycho-émotionnels jusqu'au décès de la victime. Des enquêtes ont aussi révélé 26 cas de féminicide qui ont eu lieu entre janvier et octobre 2019 à Abidjan. Les victimes de violences conjugales ne dénoncent pas les violences dont elles sont l'objet par crainte de représailles ou de stigmatisation et préfèrent le règlement à l'amiable. Je me dis quelque part, c'est le père de mes enfants. Mes enfants pourraient m'en vouloir si demain leur père part en prison par ma faute. Dès que tu portes plainte, toute la communauté, tout le village est contre toi. La plupart de ces violences sont tues et tuent silencieusement des milliers de femmes. Mais d'où est-ce que cette violence tire-t-elle son origine? Il y a la jalousie excessive des hommes, il y a l'alcool, il y a aussi des disputes de couple qui entraînent des violences conjugales. On va dire quelques chicanes de couple. Avec l'évolution du temps, les femmes n'acceptent plus cette domination. Elles commencent à s'émanciper. Alors que nous avons été éduqués à la base par le fait que les femmes sont soumises aux hommes. Comme la violence, c'est un abus de pouvoir, l'homme va faire usage de son pouvoir. C'est connu, les violences conjugales constituent une violation des droits fondamentaux des femmes. Alors, que fait le Conseil national des droits de l'homme, CNDH? Elle vient voir le département requête et investigation. Ouais, c'est vrai. Et il y a donc des personnes là-bas qui ont été choisies pour l'écoute. Donc, qui vont l'écouter, qui vont prendre des notes à partir de tout ce qu'elle a dit. Si elle a fait un mémo, ce mémo sera analysé. Nous avons des juristes ici qui vont donc traiter son dossier et à partir de là, le CNDH va l'accompagner. Les violences conjugales, un phénomène qui interpelle les autorités
Elle s'engage à corser les actions de lutte contre les violences que subissent les femmes, d'où la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Désormais, elles ne sont pas seules, c'est pourquoi nous parlons de prise en charge holistique, de prise en charge intégrée. Parce que tu peux être victime d'une paire de gifles, mais la conséquence peut être autre. Il n'existe pas de centre d'accueil pour les femmes victimes, certes, mais des mesures d'accompagnement existent pour assurer leur sécurité. On a des familles qui acceptent d'héberger ces femmes-là. Un temps soit peu, juste le temps que nous puissions régler ces problèmes sécuritaires pour pouvoir vraiment aider ces femmes-là à être restaurées dans leur dignité, à être restaurées dans leurs droits. Plusieurs instruments juridiques ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire pour protéger la femme des violences. Il s'agit entre autres de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de celle de Beijing de 1995 et de la Convention sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. À côté de ces accords internationaux, des textes et lois nationaux existent eux aussi, mais dans la pratique, des défis restent à relever. Au niveau législatif, il faudrait que, conformément aux recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme, que justement on ait ce régime spécial de répression de l'ensemble des violences faites aux femmes et des violences conjugales en particulier. Ça, c'est la première chose pour que nous puissions arriver à la tolérance zéro. La deuxième chose, il faut qu'on ait un centre d'accueil et d'écoute. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une loi dans ce domaine-là, une loi qui soit spécifique pour qu'on puisse véritablement trouver des solutions. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, on tape du poing sur la table. C'est la tolérance zéro pour les auteurs. C'est le lieu pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler que la lutte contre les violences faites aux femmes demeure une priorité clairement affirmée par la Côte d'Ivoire. Par conséquent, toute personne qui exercera de telles violences à l'égard des femmes subira la rigueur de la loi. Malgré les mesures prises ça et là pour freiner le phénomène des violences conjugales, les bourreaux sont toujours en liberté. En refusant coups et blessures, c'est toute l'histoire de leur famille qu'elles ont décidé de changer. Voilà, les violences conjugales, un phénomène social. Il faut briser le silence pour déclencher le changement. Et dans le cas de la crise sanitaire que nous traversons, le changement viendra par le respect strict des gestes barrières. De nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés ce jour. Suivons l'évolution de la pandémie ici et ailleurs. 194 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés ce lundi 6 juillet 2020, des données qui font monter la courbe des cas confirmés dans le pays à 10 966, suivant le point complet de la situation sanitaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 6 juillet 2020, 194 nouveaux cas de Covid-19 sur 1404 échantillons prélevés, soit 13,8% des cas positifs, 317 guéris et un décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 70 ans, obèse, diabétique et hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 6 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 996 cas confirmés, dont 5 384 personnes guéries, 75 décès et 5 507 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 65 884. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans le lieu public afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19
ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement, leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 6 juillet 2020, Dr Eugène Akaole, ministre de la Santé et de l'Hygiène. Voyons à présent l'évolution de la pandémie. Dans quelques pays d'Afrique, en Guinée, sont enregistrés 5 610 cas confirmés et 34 décès. Au Nigeria, 28 711 cas confirmés, 645 décès. Le Kenya enregistre 8 067 cas confirmés, 164 décès. L'Afrique du Sud, 196 750 cas confirmés, 3 199 décès. L'Égypte, 75 253 cas confirmés, 3 343 décès. Dans le monde entier sont enregistrés 11 654 557 cas confirmés, 6 598 521 personnes guéries et 538 558 personnes décédées des suites de la Covid-19. Plus de 10 000 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires et sécuritaires insistent sur le respect des mesures barrières pour briser la chaîne de transmission de virus. Les actions qui marquent la gestion de cette crise sanitaire sont communiquées au cours du point presse quotidien du gouvernement. Suivons la session de ce 6 juillet qui est résumée par Didier Nguessan. Les 4 et 5 juillet, la police nationale a effectué 5 880 contrôles et mis en fourrière 97 véhicules, soit un taux de satisfaction de 98% selon Bleu Charlemagne. Une bonne note atteignée toutefois par la reprise de plus belle à Abidjan et Boaké de l'activité des engins à 2 et 3 roues. La police nationale s'interroge sur l'exercice pratique de cette activité en cette période de pandémie, de même que sur leur conformité. La réglementation des transports de manière générale est au point de la situation sécuritaire de ce jour. Nonobstant les nombreuses opérations quotidiennes de répression des forces de défense et de sécurité, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, où leur présence est dénoncée, des acteurs des transports à 2 et 3 roues continuent de s'y adonner, clandestinement, au mépris non seulement de la réglementation du secteur des transports, mais également et surtout des mesures sécuritaires et sanitaires barrières édictées depuis le 14 avril 2020 par le ministère des Transports. Sur le plan sanitaire, le pays enregistre 48% de personnes guéries du coronavirus et un faible taux de létalité de 0,70%. Cependant, le virus circule de manière active dans les communautés. Ces données prouvent également que les mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur ne sont pas suffisamment respectées. La situation actuelle impose qu'on marque une pause pour faire chacun son propre bilan et reprendre les choses en main pour des lendemains meilleurs. Car, il faut le rappeler, le coronavirus en cause dans la pandémie actuelle est extrêmement dangereux, voire mortel. Il est aussi très contagieux et n'épargne personne. Heureusement, on peut s'en prémunir ou l'éviter par l'adhésion ou l'adoption des mesures sécuritaires et sanitaires dont les mesures barrières qui sont en vigueur. Respectons-les donc. Dr Edith Kwasi encourage les populations à fréquenter les centres de santé et à limiter les visites aux personnes vulnérables. Le Japon manifeste sa solidarité à la Côte d'Ivoire dans cette lutte contre la Covid-19 par un appui de 2,2 milliards de francs CFA, un apport financier qui s'inscrit dans l'exécution du programme de développement économique et social au titre de l'année fiscale japonaise 2020. Abdoulaye Koné nous en dit davantage. Échange de notes entre l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. En toile de fond, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour mieux lutter contre la Covid-19. À l'heure actuelle, la crise pandémique de Covid-19 menace non seulement la vie humaine, mais aussi la vie économique et sociale de toute l'humanité.
le Japon a décidé d'apporter une contribution d'environ 2 milliards de francs CFA à l'UNICEF pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de son assistance d'urgence, prévention de la propagation de l'infection au nouveau coronavirus. Mais comment sera utilisée l'aide japonaise à la Côte d'Ivoire? L'aide japonaise sera consacrée au renforcement de la capacité médicale de 5 hôpitaux dans le Grand Abidjan. Il s'agit des centres hospitaliers universitaires de Cocody, de Yopougon, d'Angré et de Treichville, ainsi que l'hôpital général d'Anyama. Au moment où le monde est confronté à une des crises sanitaires les plus virulentes de ce siècle, je voudrais relever le caractère salutaire de cet appui qui, j'en suis convaincu, permettra d'optimiser les capacités de ces établissements sanitaires pour le grand bien de nos populations. Ces deux nouveaux actes de collaboration axés sur le bien-être des populations ivoiriennes viennent renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et la Covid-19 n'arrête pas la propagation des autres virus. Le dernier rapport mondial sur le sida présente des conclusions alarmantes. En Côte d'Ivoire, l'épidémie de VIH est caractérisée par une prévalence chez les personnes âgées de 15 à 49 ans. 2 tiers des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des jeunes filles. En 2019, les jeunes filles représentaient 83% de toutes les nouvelles infections à VIH chez les jeunes. Les nouvelles infections à VIH, les décès liés au sida et la transmission mère-enfant du VIH s'observent à des niveaux relativement élevés. C'est entre autres le point de la situation du VIH-sida en Côte d'Ivoire. La scène politique ivoirienne a été animée le week-end dernier par les actions de l'Association des cadres du Centre pour le développement. Agissant pour le compte du RHDP, cette association a mobilisé les populations dans la région du Bélier. Notre correspondant dans la région, Léon Brou, revient sur ces rassemblements. D'Assenze à Mougnan, en passant par Yobouekro dans le département de Djekanou, comme à Akwekwa-Diokro et à Gbansou, département de Toumoudi, une seule explication de ce périple de l'association des cadres du Centre pour le développement, partager avec les populations les raisons du soutien de l'ACCD au RHDP, parti voulu par le président Alassane Ouattara pour perpétuer l'œuvre d'unité, de paix et de développement de feu le président Félix Houphouët-Boigny, selon le ministre Amédée Kouakou. Nos parents traditionnellement étaient PDCI-RDA, mais PDCI-RDA d'Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, le PDCI-RDA d'Houphouët-Boigny est incarné par le RHDP. Et nous devons donc de leur expliquer. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité passer la main. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été désigné comme le candidat du RHDP. Et donc, nous devions d'expliquer cela à nos parents. À cette explication, en réalité, un appel adhèrent les populations. Akwekwa-Diokro répond oui avec notre délégué communal. Je vais rassembler mes jeunes, les femmes, ensemble, on suit le ministre Amédée Kouakou au RHDP. Djekanou et Toumoudi, donc en phase avec le RHDP, et c'est peu dire pour les ministres Brice Kwasi et Raymond Goudou Kofi, ils évoquent ce regard croisé entre le Grand Centre et le RHDP. C'est important que nos parents comprennent que nous sommes dans le développement, que la première préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement à toutes les populations. Pas seulement les populations du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, mais également les populations du centre. Aujourd'hui, le message est passé. Nos parents ont compris. Ils ont compris ce message à Didjevi. Ils ont compris ce message à Tébissou. Ils ont compris ce message à Djekanou. Ils ont compris ce message à Toumoudi. Ils ont compris ce message dans tout le Vieux-Baoulé. Voilà qui est clair, l'implantation du RHDP dans le Grand Centre, aussi et surtout favorisée par l'ACCD et son président qui multiplie les tournées de sensibilisation.
Ici à Abidjan, ce lundi 6 juillet, c'était jour de rentrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS. Une rentrée académique dans le strict respect des mesures barrières, distanciation sociale, lavage obligatoire des mains et port obligatoire de masques. D'ailleurs, 1500 masques de protection ont été offerts par le ministre des Sports et Loisirs, Paulin Claude Danhaut. Les étudiants ont été invités à prendre conscience de la pandémie de coronavirus Covid-19 qui sévit. Un point de culture, un point noir. Dakouri Newa Martin, le maître tambour-parleur, est décédé le 1er avril dernier. Il avait 81 ans. Au service de la nation, il a exercé son art à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Un ultime hommage lui a été rendu, lui dont la maîtrise du tambour-parleur a traversé les générations. Serge Coléa. Honneur à Martin Newa Dakouri, célèbre tambourinaire ivoirien au service de la nation, décédé le 1er avril 2020. Des membres du CNSE, Comité national des supporters des éléphants, rendent hommage à un dévancier. Avec son tambour-parleur, l'homme a parcouru les stades d'Afrique pour pousser les éléphants à la victoire. En 1992, après le sacre du Sénégal, le doyen Dakouri quitte l'ambiance chaude des stades pour se consacrer désormais et entièrement à l'animation culturelle du palais présidentiel. Du président Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, l'homme a fait résonner les notes de ces trois tambours au rythme de la tradition, mais surtout de l'unité nationale. L'aîné de ses enfants, Benjamin Dakouri, évoque son père avec beaucoup d'égards. Pour nous, c'est un patriarche qui a servi non seulement le sport, mais il a servi les hommes politiques à sa façon. Son Excellence Félix Houphouët-Boigny et tout, avec qui il allait dans la même voiture, dans certains endroits et tout. Il a été décoré par le président Alassane Ouattara, à qui je voudrais dire merci, grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Son parcours de la vie de tous est riche. Il a été fait en 2015, officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Né en 1939, Martin Newa Dakouri est décédé à l'âge de 81 ans à la suite d'une longue maladie. L'inhumation a eu lieu le samedi 4 juillet au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale, mais aussi dans la douleur de l'ultime séparation. Voilà, une riche carrière pour le maître du tambour-parleur Dakouri Newa Martin qui nous a quittés le 1er avril dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal sur RT1. Portez-vous bien.